comment, et c'est la question que je pose à tous les intervenants, comment pouvons-nous arrêter cette folie de la théorie de la première frappe globale? Merci. Merci. Alors, une première chose à dire, je pense, on devient pessimiste à trop analyser. Vous devez voir ce qu'est cette salle aujourd'hui, ce que nous pouvons faire et penser en termes de potentiel. Parce que si vous regardez de près ou si vous avez écouté de près le message de Lyndon LaRouche en particulier, il dit qu'il suffit de peu en Allemagne pour que la situation change. Vous savez que les économies françaises et allemandes sont très imbriquées. Alors, le problème que je vois, et qui est un terrible problème, en particulier en France, c'est que d'un côté, nous avons un double comportement. D'un côté, le gouvernement a la position que l'on sait vis-à-vis de la Russie, de la Grèce et de l'Afrique. Le pire que l'on puisse imaginer. Et de l'autre côté, nous avons au Forum international de Saint-Pétersbourg toutes nos grandes sociétés, Alstom, Total, Safran, Airbus, qui sont là, qui participent à des colloques sur inventer dans la science, fondement du futur, l'Union économique eurasienne associée à la nouvelle route de la soie, l'Europe et son lien avec la Russie, et puis les journées de la francophonie qui se sont déroulées à Saint-Pétersbourg ce printemps. Donc c'est une véritable schizophrénie. Il y a un double comportement. C'est ce double comportement qu'il faut arrêter chez chacun d'entre vous. Je sais que beaucoup d'entre vous tiennent de bons discours, mais lorsqu'il s'agit d'agir, on les voit beaucoup moins à l'œuvre. Donc je pense que cette action, si on pense en action et en termes de potentiel, comme je l'ai dit ce matin, et ce qui a été montré ce matin, je pense, par Dean Andromidas, par notre ami Diogène, par aussi les résistants, Verstappen, Papron, tout cet sens de la résistance, et Madame Ibrahim, tout ça forme un tout. Et c'est ce tout qui peut constituer la base ou le fondement d'une résistance. Maintenant, il y a des points. Et celui que LaRouche a souligné, le point essentiel en Allemagne, c'est, excusez-moi de parler pour Madame LaRouche, mais je pense, elle gazette LaRouche, mais c'est chasser Merkel. En France aussi, nous devons chasser nos dirigeants. Et il y a une chose qui, hier, m'a paru tout à fait, je dirais, allez, je vais être diplomate, énervante, c'est de voir des interventions par rapport aux militants grecs de Syriza qui étaient là, des interventions de gens qui étaient là, qui lui donnaient des leçons, qui lui disaient « Pourquoi vous ne faites pas ci? Pourquoi vous ne faites pas ça ?» Ils sont sur le front, eux sont sur le front, les Africains qui sont là sont sur le front. Maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités, individuellement et collectivement. Donc, j'attends cet engagement. Pour pouvoir éliminer ce qui doit l'être dans nos gouvernements et, disons, être prêt à inspirer ceux qui acceptent d'être inspirés et ne pas avoir d'idées reçues, ne pas penser en termes « il faudra faire ceci et ça » et avoir un plan d'avance, mais aller de l'avant, voir ce qui se passe, le mauvais tombera, le bien avancera. Voilà. Moi, je voulais poser une question. Pour des projets comme le deuxième canal de Suez ou le grand projet pour remettre de l'eau dans le lac Tchad, est-ce que ce n'est pas une occasion de motiver les grandes structures à utiliser la proposition de LaRouche de créer de l'argent que l'Europe cautionnerait pour pouvoir réaliser ces grands projets et peut-être appeler des privés aussi à placer de l'argent pour compléter ou pour qu'on ne soit pas obligé de créer toute la masse monétaire nécessaire avec des conditions pour que les profits soient limités du fait que ce sont des investissements à caractère d'intérêt public. Je pense que Mme Ibrahim me corrigera, mais si aujourd'hui il y a un projet pour le canal de Suez, ce n'est pas parce que les grandes institutions ont décidé de le faire. C'est parce qu'il y a eu une volonté en Égypte même
qu'il y ait une mobilisation nationale et même des techniques de financement populaire avec un emprunt national auquel ont souscrit les citoyens de l'Égypte, donc il y a une forme d'autofinancement national qui est en cours pour lancer une dynamique qui reste ouverte et dans laquelle, oui, bien sûr, Lafarge, ils vendent du ciment, hein, c'est bien, mais disons, ne comptez pas sur la magie, il n'y aura pas des institutions qui tout d'un coup, disons, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que toute la dynamique des BRICS a été mise en place, on l'a largement développé hier. Ce que j'ai pu en comprendre, c'est que les pays qui étaient donc dans le G20, comme l'Inde ou la Chine ou la Russie, ont tenté effectivement de proposer qu'on change de format même des institutions actuelles. Voilà, ça ne marche pas. Donc s'ils ont créé les BRICS, c'est justement pour prouver que ce que vous dites ne marche pas. Et qu'il faut créer une alternative, non pas contre quelque chose, mais pour quelque chose, pour une dynamique de croissance, de développement, de respect de la dignité humaine. Et ça, c'est une dynamique qu'il faut créer, vous et moi, avec les BRICS. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas la magie, c'est réel. Oh, Ça pose toute la question justement du système européen, le système financier européen. Pourquoi les BRICS construisent leur propre système financier? On n'appelle pas ça même pas des institutions financières, on appelle ça chez eux des institutions de crédit. Hein? Donc dans l'Europe, en fait, tout le système de la zone euro, qui est basé, lui, justement sur ces banques qui sont trop grosses pour faire faillite, mais qui sont toutefois en faillite. Donc on doit créer un nouveau système financier basé sur ce qu'on a dit, sur la séparation des banques de dépôt et les banques d'affaires. Et c'est simplement ça. C'est dans ce contexte-là qu'il sera très facile ensuite de savoir qui va financer, qui va payer la dette pour la Grèce, le Portugal et d'autres. Et c'est ce nouveau système de crédit qui est le préalable pour justement, c'est une nouvelle banque de développement sur le modèle de la banque de développement, c'est ça. Ça, c'est la manière de penser les choses, c'est comme ça qu'on doit faire. Oui, je dois dire, sur ça, en ajoutant un mot, c'est que la séparation bancaire, nous l'avons eue en France. Ça a été une fausse séparation bancaire, une trahison, et nous devons nous battre pour revenir à cela. Mais ça ne peut être quelque chose qui mobilise les gens que s'ils ont le sens des grands projets et de la bataille que nous voulons mener. S'il n'y a pas de sens, les gens vont s'abstenir ou faire pire, et vous imaginez ce que c'est faire pire. C'est-à-dire continuer à voter pour François Hollande et pour les autres. Et d'avoir en France une élection présidentielle avec François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Donc je m'adresse aux Français de ce point de vue-là. Faites quelque chose pour empêcher ça, parce que ce n'est pas tant l'élection présidentielle 2017, c'est ce qui se passe d'ici là. C'est-à-dire c'est ce que la France, c'est ce que l'Allemagne ne feront pas d'ici là, qui est notre problème d'Européens. Et notre engagement, notre mission, c'est de faire et de pousser partout pour que ce soit fait. Ici, on a été quand même 400 à 500 personnes, ça fait beaucoup comme possibilité de pousser. Donc, pensez de ce point de vue-là, et pas individuellement à chacun d'entre nous, mais pensez ce qu'il peut faire collectivement. Et vous avez des armes qui sont nos publications à la sortie pour vous battre dans ce domaine. Voilà. Hello, my name is Carsten Werner. Mon nom est Carsten Werner. Et moi, je me suis mobilisé activiste en Allemagne, en Dresde. C'est une question pour Jacques. C'est le grand poète Schiller disait que on doit être un patriote, mais aussi un citoyen du monde. Et de ce point de vue, et dans les discussions que j'ai souvent avec les gens, aux tables militantes que nous organisons, dans les institutions, mais particulièrement avec les citoyens, mais je pense que c'est pareil en Allemagne, en France, il y a cette tendance quand vous parlez aux gens, ils sont pour la séparation des banques, une nouvelle alternative monétaire. Je vais à l'église pour que Dieu me sauve. Et si vous regardez justement derrière tout ça, et vous continuez à poser des questions, les gens se reposent sur des théories les gens cherchent des théories qui leur rendent la vie plus facile. Une théorie
qui font qu'ils n'ont pas besoin de s'engager. Et comme Schiller disait, chaque homme doit être un homme d'État. Je voudrais demander à Jacques, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est d'être un citoyen du monde, un patriote? Puisqu'on a des citoyens du monde entier. Et de mettre en place cette grande perspective, le pont terrestre eurasiatique et cette nouvelle route de la soie et de ce monde une meilleure place. Merci. Oui, ça soulève une question très intéressante. C'est le lien entre, à l'époque, Schiller et la Révolution française. Schiller attendait une nouvelle forme d'inspiration venue à l'image de ce qui s'était passé dans la Révolution américaine, qui serait, disons, élevée encore par la Révolution française. Ça n'a pas eu lieu parce que, du dedans, la Révolution française a été attaquée par une idéologie de court terme et pas de l'avantage d'autrui, et du dehors, par les opérations britanniques. Il y a un livre qui s'appelle « Les hommes de Londres » qui les décrivent très bien, d'Olivier Blanc. Les opérations britanniques qui tenaient à la fois les cercles de jeu, la prostitution, et il n'y avait pas de jeux vidéo à l'époque, mais ils les auraient tenus si ça avait été le cas. Donc, il y a eu une destruction culturelle intérieure de la France de l'époque parce qu'elle était vulnérable. Aujourd'hui, par rapport à cela, nous devons en effet penser la nation comme quelque chose qui n'obéira plus à la conception de nation que nous avons eue jusqu'à maintenant. Lyndon LaRouche, à plusieurs reprises, l'a mentionné. Ce n'est pas la nation pour elle-même, c'est la nation pour l'avantage du monde. Et De Gaulle l'avait dit à sa façon, et le colonel Corvès l'a cité hier, une nation n'a de sens que si elle sert la cause de l'humanité, avec son histoire, sa langue, ce qu'elle a porté, mais qui sert la cause de l'humanité et dont la mission est d'assurer le progrès pour le développement de tous. Et si nous avons cette conception de la nation, naturellement, nous devenons citoyens du monde. Et dans le cas des individus, nous estimons les êtres humains tels qu'ils sont, mais nous les aimons tels qu'ils devraient être. Et là, il y a un combat continu, qui est un combat culturel, qu'on doit mener tous les jours, entre nous, y compris dans nos familles, dans notre propre mouvement, pour améliorer les choses. Et cette gymnastique de chaque jour nous permet d'intervenir sur le terrain de l'histoire à un niveau beaucoup plus élevé et nous voir nous-mêmes comme des citoyens participant à l'histoire du monde. Vous avez cette capacité, il y a un vide devant nous. Donc occupons-le avec tous nos moyens. Et on a une immense chance de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je partage l'espérance de ceux qui, dans notre mouvement, voient comment les choses peuvent changer avec les BRICS, avec ce qu'ils amènent, et avec nous, ce que nous pouvons amener aux BRICS. Donc ça, voilà notre défi. Oui, j'ajouterai une chose pour vous donner espoir. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais il y a un ami qui nous a invités à Fontainebleau, dans un petit théâtre, où on jouait le Marie Stuart de Schiller. Et c'était très émouvant, parce que ces gens ne savaient pas qui était Schiller. Et ils ont découvert le Marie Stuart. Et ils étaient au début comme un peu une poule qui trouve un morceau de craie, excusez-moi de la comparaison. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que l'enjeu? Qu'est-ce qui se passe là? Puis ils ont vu que c'est l'enjeu, c'était celui de l'exercice et la responsabilité du pouvoir, ce qui est, disons, assez peu fréquent dans le théâtre contemporain. Donc ils ont vu ça, ils l'ont joué, et il y a un très grand succès. Ils le jouent à l'école, des jeunes sont intéressés, ils le jouent dans une salle de théâtre où il y a pratiquement à chaque moment 80 personnes. Donc il y a un très grand intérêt pour cela. La population attend cela. Elle attend ce sens, cet enjeu, qu'on lui montre cet enjeu, mais elle se méfie beaucoup. Donc il faut donner la confiance par l'élévation dans le niveau de pensée, ce que peut amener une pièce de Schiller, et ce que tous les jours vous devez être en reflet de cette capacité. Et c'est ça qui est attendu par l'histoire de nous. Voilà. Next question. Yes, hello, my name is Benjamin Lyloff. Je suis Benjamin Lyloff. Je travaille avec l'Institut Schiller en Allemagne. Je voudrais poser une question pour Monsieur Seni, Monsieur Cheminade et Madame Ibrahim. Il y a eu un séminaire à Francfort récemment également où le professeur Schidze
The question is as follows. Poser cette question. There's a massive skepticism and mistrust le scepticisme massif en Europe sur les intentions de la Chine en Afrique, par exemple. On entend souvent cela. Oui, la Chine, ils veulent juste développer leur empire, une intention impérialiste. Avec ce que font les Chinois en Afrique, dans les infrastructures, c'est pour contrôler l'Afrique. Et Xi Jinping a dit de manière très belle de comment la Chine est toujours en harmonie avec les autres. Et que la relation, justement, entre l'Afrique et la Chine peut s'améliorer. Et vous, du point de vue de l'Afrique, comment voyez justement le rôle de la Chine dans votre continent contre cette croyance que les gens ont aujourd'hui? Je pense que la réponse à cette question est due au fait que globalement les régimes africains sont défaillants. Plus ils sont faibles, plus tout ce qu'ils feront avec les partenaires quels qu'ils soient seront perçus comme de la domination. Ces régimes africains globalement sont corrompus. Et donc là où la Chine vient avec ses exigences, elle sait ce qu'elle veut. Et les Africains n'ont pas d'exigence, sauf effectivement se montrer intéressés souvent individuellement, puisque le propre de ces régimes néocoloniaux qu'on a mis en place, ce n'est pas des patriotes africains. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que dans le continent africain, dans toute société, il y a des contradictions internes. L'Afrique a cette longue tradition de traîtrise et de collabo, comme vous connaissez dans votre histoire. Et donc, il y a des combats internes en Afrique où des Africains qui auraient dû prendre la responsabilité de leur gouvernement ont perdu la bataille, pas parce qu'ils sont faibles, parce que les traîtres qui sont au pouvoir, en général, ont le soutien extérieur. Hein, c'est comme si les révolutionnaires français, face à ceux qui voulaient que le système continue, avaient contre eux les puissances extérieures. Il n'y aurait pas eu de révolution en France. Donc la révolution africaine est bloquée parce que ceux qui ont fait le choix soit de poursuivre avec ce que nous appelons la nouvelle forme de domination, ont des forces qui sont avec eux. Et donc ils sont faibles. Et la Chine qui se bat, qui a des problèmes que tout le monde connaît, c'est l'un des rares États avec l'Inde, c'est un défi qu'aucun État n'a eu. Près d'1 milliard d'habitants à nourrir tous les jours, il faut trouver des solutions. Sinon, ça serait la guerre tous les jours en Chine. Et la Chine a des besoins que tout le monde sait. Elle va chercher, c'est pas de la colonisation, nous savons ce que c'est que la colonisation, comment ça se passe, ou encore l'esclavage. Mais là où vous avez des régimes faibles, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et en plus avec des dirigeants cupides, ben, ça paraît comme une forme de colonisation. Donc nous ne jetons pas forcément le tort aux Chinois, parce que les Chinois ont été avec nous. Vous savez, l'histoire du panafricanisme, c'est une histoire qui a aussi contribué au succès de Mao. Vous savez, dans les années 20, les panafricanistes, Georges Padmore et bien d'autres, ont été en Chine, envoyés par les Russes pour aller régler un conflit entre Lili San et Mao. Donc, les Africains dignes ont toujours collaboré avec les Chinois de façon égale. Mais simplement, ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité des gouvernements africains sont ceux qui ont l'appui extérieur de tout ce que nous avons dénoncé. Et du coup, ça paraît comme de la domination. La Chine n'a jamais eu des rapports avec le continent africain de cette sorte-là. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que, Jacques, tu peux revenir sur cette révolution du crédit public, c'est productif, et de la nécessité d'avoir une banque nationale? C'est comme étant absolument la question centrale. Donc ici, on ne sait pas, je sais que tu l'as développé, mais c'est important de revenir là-dessus. Un mot simplement sur ça, parce que je pense que c'est une chose que nous avons explorée ici. Qui maîtrise le crédit maîtrise une société. Donc, la politique de crédit privé,
qui est pratiquée par des banques centrales et l'association de banquiers qui participent aux banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon ou la Banque d'Angleterre, servent naturellement l'oligarchie financière qui les a constitués. L'opposition à cela, c'est la Banque nationale. La Banque nationale, telle qu'Hamilton l'avait conçue, telle que d'autres Français l'ont conçue dans l'école de l'économie publique, la Banque nationale, c'est une banque qui représente les intérêts du peuple et de l'économie du pays. Et pour cela, comme dans le plan français, on l'avait à une époque, il faut que participent dans cette banque, pas seulement des financiers, il faut 1 ou 2 conseillers financiers probablement, mais il faut des représentants de toutes les forces vives du pays. Et une banque nationale est basée sur l'idée de projet et sur l'idée de potentiel. Elle n'est pas basée sur la gestion des ressources financières existantes ou la création de fausses ressources financières pour alimenter l'oligarchie. Donc c'est la différence fondamentale entre une banque nationale et une banque centrale. Souvent la confusion est faite parce que la banque nationale telle qu'elle avait définie Hamilton est fondée sur le crédit public et est fondée sur la transformation de la dette en crédit-monnaie, c'est-à-dire qu'elle prend la dette comme une base de sa capitalisation et avec ça elle émet du crédit pour le développement. Donc aujourd'hui, c'est le défi d'avoir ce type d'institution. Et ce que Mme Ibrahim a montré pour l'Égypte est parfaitement exact, c'est-à-dire que c'est seulement si le gouvernement égyptien fait une politique différente de ce que la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qu'on pourra développer l'Égypte. Et il a besoin de notre accord, il a besoin de notre alliance, il a besoin que nous travaillions avec les institutions qui défendent cette politique de développement. Donc c'est là que la question de citoyens du monde et de patriotes trouve son incarnation très précise dans l'activité de chaque jour. Et ce qu'on a ici dit de l'économie, mais vous devez en parler tout le temps. Vous devez donner ce sens de ce qu'est l'économie. Les gens croient aujourd'hui que l'économie, c'est acheter bon marché, vendre plus cher, faire un bénéfice. Et que la somme de tous les bénéfices, ça fait le produit intérieur brut, le revenu d'un pays. C'est absolument faux. La monnaie, comme dit souvent Larouche, est un imbécile. La monnaie n'a rien, elle ne signifie rien en elle-même. L'argent ne signifie rien. Relire l'argent de Zola ou de Peggy en France. Donc, qu'est-ce qui signifie quelque chose? C'est le projet de développement qui permet de développer les pouvoirs créateurs de l'être humain. Et c'est ces pouvoirs créateurs de l'être humain qui sont bafoués aujourd'hui. Et à la fin, aujourd'hui, on arrive à un point où, comme il y a ce renversement, on est dans un danger de guerre immédiat. Donc, pour faire face à ce danger de guerre, c'est dans nos pays qu'il faut changer les choses. Et la situation des gouvernements européens n'est pas très forte. Elle n'est forte que de notre faiblesse. Donc, il faut que nous manifestions ce que j'ai appelé la dissuasion du faible au fort. Celui qui se sent faible doit être capable de dissuader le fort s'il représente le droit, s'il représente la justice, s'il représente l'avenir. Et c'est cette bataille qu'on doit mener. C'est la bataille des BRICS. On l'a vu peu à peu apparaître depuis Ekaterinbourg et Brasilia 2009-2010. Puis peu à peu, ça s'est développé. Au départ, il n'y avait pas cette idée. Madame Larouche, Monsieur Larouche avait défendu cette idée. À tout moment, Helga Zepp-Larouche a été en Chine en 1996. Elle a affronté Britton, qui représentait les intérêts anglais, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur. Et c'est intéressant que tous ces gens qui nous ont attaqués, d'un point de vue britannique, aujourd'hui sont pratiquement tous impliqués dans des plus graves scandales de pédophilie que le Royaume-Uni n'ait jamais connus. Donc ça montre que le culturel, la conception de l'homme et l'économie sont étroitement liés. Et une banque nationale, c'est la banque qui se bat pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt général, ce que les Américains ont appelé dans leur constitution le general welfare, qui se bat pour tous. Et ce sens-là, les dirigeants grecs l'ont, peut-être de façon imparfaite, mais ils l'ont. C'est pour ça que nous devons l'avoir aussi, mais manifester le même courage. Et je dirais simplement, pour reprendre le mot d'un pape, n'ayez pas peur, mais encore mieux, ce qu'avait dit Roosevelt, n'ayez peur que d'une chose, de la peur elle-même. À cette question. Un de mes amis, Marco, l'argent ne peut pas être deux choses en même temps. Ne peut pas être
une valeur et au même moment une unité de paiement. Donc c'est dire que ça a une valeur et en même temps que ça mesure la valeur des autres choses. Donc il m'a demandé de vous poser la question sur la question de la valeur de l'argent. Et d'un point de vue de la loi internationale, il y a quelque chose qui est faux à la base, ne peut pas être transformé en quelque chose de bien. L'argent n'est pas la valeur, qui est une unité de mesure. Pourquoi on considère que l'argent est une unité de mesure? Et pourquoi on ne va pas à un niveau supérieur de loi internationale et de séparer l'argent de la valeur économique et d'avoir des accords monétaires qui ne servent à rien. Et la seconde question, c'est la police en Espagne a compris qu'ils ne peuvent plus ne peuvent plus virer les gens de leur pays, de leur maison. Donc même le maire d'une ville a refusé de déjecter et refusé et a interdit à la police de jeter les gens dehors de leur maison. Donc c'est une guerre à notre porte aujourd'hui, une guerre civile. Et les BRICS, si vous voulez vraiment un changement, pourquoi les BRICS, des institutions comme celle-là, n'investissent pas un peu plus pour toucher ces gens-là qui croient encore le système, dans le vieux système de l'argent qui ne peut pas, en fait, peut pas faire face et que les mass médias, dont les mass médias ne parlent pas. Je pense que Jacques a déjà répondu à une grande partie de cette question sur l'argent, que l'argent n'existe pas. C'est une convention, c'est un outil, c'est notre esclave, c'est stupide, on doit le mettre au boulot. Et vous ne devez pas devenir un esclave de l'esclave. Si vous êtes un esclave de l'argent, vous êtes un esclave de l'esclave. Et en plus, un esclave stupide. Donc on doit simplement l'utiliser du point de vue du futur. Et nous devrions justement, Jacques a développé justement toute cette question, qu'on a défini, justement les Russes ont adopté le système de L, de la Larouche, pour l'économie humaine, justement sur les capacités d'une population, le potentiel de densité démographique relatif, la créativité comme la seule valeur de richesse réelle pour l'humanité. Donc, c'est pas une valeur, c'est pas une unité, ni même une unité de mesure. Ça, c'est la première réponse. Très simplement une chose. La monnaie, c'est comme les mathématiques. C'est nécessaire pour traiter des choses, pour échanger, pour investir. Mais ce n'est pas la raison d'être de quoi que ce soit. Et laisser la monnaie et les mathématiques aussi loin que possible d'avoir un pouvoir, car si vous les laissez proches d'un pouvoir, vous aurez ce qu'on a aujourd'hui, la guerre. Parce que ça résonne naturellement sur un monde de ressources limitées, formelles, logiques, et ça ne prend pas en compte la création. Trois questions, les trois qui sont là. Bonjour à tous. My name is Yan Shuanghua and I'm a Chinese student studying at the College of Europe in Belgium. Je suis un étudiant chinois qui a fait mes études en Belgique, vraiment très inspirant pour cette présentation en France. J'ai une question pour Monsieur Diogène, et peut-être pour les autres également s'ils veulent répondre. Je suis d'accord qu'il y a un besoin de consensus croissant pour système financier et une possible alternative par rapport au système existant. Mais au même moment, je ne peux pas... Cette ambition, je doute de cette ambition parce que les BRICS, ce que fait la Chine, essaie d'éviter cette image, justement, d'établir un nouveau système financier, en insistant sur le fait que l'AIIB est complémentaire au système financier actuel. Je voudrais avoir un commentaire sur ça. Si c'est nouveau, pourquoi et comment on va s'assurer que ça va travailler ensemble, que ce nouveau système financier ne va pas également répéter les erreurs du système financier actuel. Bon, vous avez remarqué que sur les questions générales, j'ai laissé à Jacques, qui travaille sur ces questions depuis toujours, mais nous avons nos analyses, nous, sur les questions économiques.
tout système dépend des valeurs. Qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui a présidé à la mise en place de ces systèmes? Si on a fait un système qui échappe au contrôle des peuples, évidemment, on en arrive à ce qui arrive à l'Europe aujourd'hui. L'Afrique, c'est un cas à part, puisque dès les indépendances des années 60, on n'a même pas permis à l'Afrique de commencer son processus de développement. En tout cas, c'est une question relativement différente, mais pour éviter ce qui arrive à ce système aujourd'hui, ce sont les valeurs. Je vais prendre un exemple. Vous savez que les fonctionnaires du FMI et de la Banque mondiale ne sont responsables devant personne. Donc, ils viennent dans les pays africains avec ce qu'on appelle des programmes passe-partout, plans d'ajustement structurel, et ils appliquent aveuglement. Le cas le plus épatant, c'est le cas du président de l'Équateur, Correa. Correa a été au FMI, je crois. C'est un économiste qui a été encensé par le système. Il était recommandé par le FMI pour être au gouvernement, pour appliquer les mêmes plans d'ajustement structurel. Entre parenthèses, il faut savoir que la plupart des ministres des Finances en Afrique, la plupart des premiers ministres, depuis à peu près 20 ans, sont recommandés par le FMI et la Banque mondiale. Ils ont pris le pouvoir dans le continent africain et en Amérique latine également. Et donc Correa, revenons à Correa, Correa applique les programmes d'ajustement structurel qu'il avait tant conseillé, imposé ailleurs, quand il était missionné par le FMI, et il se rend compte de ce que ça représente auprès de son propre peuple. Et là, il doute du système. Et il doute du système, il ne veut plus appliquer les plans d'ajustement structurel. Ce qui se passe, c'est que le FMI s'en rend compte, il est rentré en opposition avec son chef d'État, enfin son président, et le FMI va finalement le dépeindre comme un économiste incompétent, alors que c'était l'économiste meilleur et autres et tout. Et il rentre en opposition avec son président, il sort du gouvernement, et là, la population a eu le temps de comprendre qui était Correa. Et Correa a fini par développer une conscience citoyenne et qui ont fini par le voter, évidemment soutenu par les Chavez et autres et tout, qui ont payé sa campagne. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait l'audit de la dette de son pays, qui est totalement opposé à ça, au plan du FMI et de la Banque mondiale. Il faut écouter Correa, il faut lire Correa. Quand il vient en France, il est boycotté totalement, alors que c'est un économiste qui connaît non seulement comment fonctionne le système et qui a bâti ce qu'on appelle la Banque du Sud. Vous savez qu'il y a une Banque du Sud. Avant les BRICS, il y avait déjà une Banque du Sud qui a été créée par ces États de l'Amérique latine autour de Correa. Et cette Banque du Sud, si vous regardez bien, il y a un travail qui a été publié par KDTEM, le comité d'organisation de la dette du tiers-monde, puisqu'ils ont été là-bas pour mettre en place la Banque du Sud. Vous voyez bien la méthodologie qui a été mise en place. Il fallait éviter les errements du FMI et de la Banque mondiale pour ne pas retomber dans les travers que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce sont les valeurs qui président à la mise en place des systèmes économiques qui peuvent garantir que le système ne puisse pas dériver à un moment ou à un autre. Et je fais juste une parenthèse aussi. Je voulais compléter, tout à l'heure quelqu'un a parlé du patriote et du citoyen du monde. Moi, je pense qu'on devient patriote et citoyen du monde à la fois lorsqu'on a une conscience historique. La conscience historique suppose un double acte. Être conscient du monde, de la profondeur des événements historiques tels que le monde a vécu, et en même temps être conscient qu'on est sujet d'histoire, on fait l'histoire. Et quand on est dépourvu de ça, on ne peut pas être à la fois patriote et citoyen du monde. Et la fraternité universelle arrivera le jour où on va combattre le mensonge, parce que le mensonge qui consiste à dire, quand vous voyez à la télévision, l'aide publique au développement, on voit un bébé africain ballonné qui a faim, alors que l'Afrique transfère plus d'argent en Occident qu'autre chose. Et qu'est-ce que l'enfant occidental voit? C'est grâce à lui que cet enfant africain va survivre. C'est un mensonge parce qu'il y a deux enfants innocents qui vont grandir avec des préjugés qui sont faux. Il y a un qui va développer une conscience de supériorité, l'autre une conscience d'infériorité. Une conscience d'infériorité. Et il faut combattre ça. Il faut combattre ça dès la base, parce que c'est un mensonge pur. 400 ans où l'Afrique, par la ponction humaine, a contribué au développement de l'Occident, États-Unis et Europe, un siècle de colonisation où on a pompé avec des massacres, et un demi-siècle de néocolonialisme où l'Afrique continue à donner des minerais, on ne peut pas considérer que c'est un continent assisté. C'est ça qu'il faut combattre. Et ce n'est pas être contre les uns ou les autres, c'est que les patriotes africains sont les vrais amis des peuples européens. Et non pas cette oligarchie comprador, comme disait Chemina tout à l'heure, qui occupe les pouvoirs en Afrique, parce que c'est cette oligarchie comprador en Afrique qui crée des Africains hostiles à l'Europe. C'est ça le problème.
Il faut faire très attention avec ça. Merci. Bonjour, ma question va être assez simple, quoique étant une question de fond. Elle s'adresse à tous les intervenants, mais peut-être en particulier Madame Ibrahim. On propose toutes sortes de projets, on propose d'offrir un certain progrès humain, technologique. Mais est-ce qu'on peut imposer ce progrès à des populations qui se disent, qui vivent dans la tradition, qui se disent heureux? Je pense à l'Afrique, mais je pense aussi en Europe. Hein, on a des discours comme ça. Ces projets vont apporter le changement pour l'Égypte, mais pour les pays autour. Tous les commerciaux vont en profiter. Et c'est le but, c'est quand même d'éliminer les temps, réduire les temps de transit, justement sur le commerce international qui passe dans cette zone. Donc je pense que ce n'est que bénéfique, en fait, et c'est un bénéfice pour tous, pas simplement pour l'Égypte. Donc c'est ce que je peux dire pour ce projet que j'ai présenté. Moi, sur cette question particulière, je conseillerais une seule chose. Regardez le très beau film qui a été fait sur le barrage d'Assouan, que tous les Européens ont attaqué parce que ça mettait en danger l'écologie, l'environnement, je ne sais quoi en Égypte. C'est un très beau film sur la construction du barrage d'Assouan qui date des années 60 et on montre le projet de Nasser. Donc regardez ça et vous aurez la réponse. Toute la population égyptienne est autour, avec une joie de voir l'eau couler, avec une joie de voir un avenir, avec une joie de voir que des choses pourront pousser là où elles ne poussaient pas. Si Jacques, tu veux... Oui, oui. D'accord. Juste une chose, personnelle. Vous avez vu la vidéo que nous a communiquée Lyndon LaRouche. Écoutez-le, lisez-le, et n'en parlez pas sans le connaître. Parce que quand je l'ai rencontré, et ça ne me rajeunit pas, il y a 40 ans, ce qui m'a frappé, je n'ai pas été tout de suite d'accord avec tout avec lui, et je ne me suis pas incliné devant son savoir et ses connaissances. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce qu'il disait était vivant en lui. Et je me suis dit, je sais beaucoup de choses, et honnêtement, je dois agir. De quelle façon, je ne le savais pas encore, mais je dois faire quelque chose. Et j'ai décidé de faire quelque chose parce que si je ne l'avais pas fait, tout ce que je savais me paraissait comme devenant des choses qui n'avaient aucune valeur. Ça ne pouvait être que dans l'action et dans la transformation que ce que j'étais pouvait être quelque chose. Alors, de ce point de vue, je vous demande d'évoquer dans votre esprit tout le dynamisme de cette conférence. Vous en verrez encore plus cet après-midi. Pensez à l'intervention hier d'El Gazep Larouche, si vous n'étiez pas là, vous la verrez, à l'intervention d'Alain Corvez, à sa réponse lors de la discussion avec nos amis grecs, de Diogène Sény ce matin, de Lyndon LaRouche et de Charles Papron. Si vous voyez ces deux hommes qui ont plus de 90 ans et qui pensent au futur beaucoup plus que la plupart des jeunes, hélas. Donc c'est une manière de faire penser les jeunes au futur. Pensez à Rafael Correa, à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, à Lopez Portillo, qui tous se sont battus. Certains en sont morts et ont pris le risque, parce qu'ils le savaient, le risque de mourir. Pensez, et vous le verrez cet après-midi, à ce que vous pourrez trouver dans l'œuvre de Nicolas de Cuse, dans Kepler, dans Leibniz, dans Einstein, dans Langevin, chez nous. Donc vous avez là un trésor dont vous devez faire quelque chose, absolument quelque chose. Et si vous le faites, si vous agissez, eh bien je vais vous dire quelque chose, vous allez vous tromper. Et tant mieux. Car c'est quand on se trompe qu'on peut se corriger, qu'on peut progresser. Et peu à peu, vous allez voir que
ce que vous prenez aujourd'hui peut-être comme un devoir, et Schiller dit que le devoir doit être aboli, ce que vous prenez pour un devoir deviendra peu à peu quelque chose comme naturel en vous. Parce que ce que vous êtes vous-même, ce que vous voulez, deviendra de plus en plus en accord avec ce qui est nécessaire au monde. Et à ce moment-là, vous devez à la fois quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui transforme. Et je voudrais que tous, à la sortie de cette conférence, vous soyez des êtres humains de ce type, ce que Schiller appelait une belle âme. Merci.